Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission de TU Finance, une nouvelle émission entièrement dédiée au monde des crypto-monnaies, avec nos invités que vous retrouverez régulièrement, puisque donc pour expliquer, vous expliquer, analyser pour vous, décortiquer pour vous ce monde, trois des experts qui interviennent régulièrement sur notre plateau vous accompagneront régulièrement. Et parmi ces experts, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Madame Nathalie Janson. Bonjour. Nathalie Janson qui est, donc vous êtes titulaire d'un doctorat, spécialiste des questions de politique monétaire mais surtout des crypto-monnaies et également professeur associé à Neoma Business School. À vos côtés, David Furcage. David, bonjour, vous êtes spécialiste des marchés financiers, de la psychologie des marchés financiers. Vous êtes président et cofondateur de iWave Capital et en face de vous, j'ai le plaisir de recevoir David Derry. David que vous connaissez, qui est analyste marché chez eToro, mais qui, dans cette émission, intervient en tant qu'investisseur particulier crypto et notamment Bitcoin. Et donc, vous nous présenterez, rappellerez votre retour d'expérience dans l'investissement crypto. Je vous rappelle aussi à toute fin utile que TU Finance a lancé son livret d'épargne Bitcoin. Et donc, si des questions vous posez des questions, vous souhaitez avoir des éclaircissements, des éclairages sur comment investir, est-ce que c'est le moment, etc. Cette émission est faite pour vous. Nathalie, bonjour, merci. Bonjour. On va commencer avec vous. Nathalie, j'ai envie de vous poser une première et simple question. Quand est-ce qu'a été créé le Bitcoin, la star des crypto-monnaies, et pourquoi ? Alors oui, c'est une question intéressante. Bon, c'était quand le Bitcoin est sorti, donc vraiment avec une première transaction en janvier 2009. Il sort en fait d'un white paper, puisqu'en général on a un projet qui est lancé, qui lui a été écrit en 2008, donc par un groupe qui est nommé donc Satoshi Nakamoto, et on ne sait toujours pas exactement qui sont les auteurs, mais voilà. Et ils reprennent une idée qui n'était pas nouvelle, c'est-à-dire qui circulait déjà aux États-Unis, de vouloir créer une monnaie stable, en fait, une monnaie qui ne soit pas sous la fluctuation des gouvernements, qui est un thème assez récurrent. Et là, je prends effectivement la casquette de la politique monétaire. Donc, c'est des thèmes dont on débat depuis fort longtemps, en fait, on le voit bien aujourd'hui d'ailleurs aussi, quand on parle de la BCE. Donc, comment est-ce qu'on peut, en fait, rendre complètement indépendant la Banque centrale et que la Banque centrale ne soit pas sous la pression politique pour émettre de la monnaie, émettre trop de monnaie et donc avoir de l'inflation. Donc là, on est vraiment dans des thèmes d'actualité. Et ce projet, c'était de voir s'il existait un système, en effet, on parlait beaucoup d'or aussi, de e-gold, il y a eu beaucoup de tentatives, le e-cash auparavant. Donc c'est pas un sujet nouveau en tant que tel, mais c'est un sujet qui effectivement, avec la technologie, pouvait trouver peut-être de nouveaux développements et peut-être un aboutissement. D'accord, parce que simplement, puisque c'est pas un peu compliqué pour de la monnaie digitale en fait de pouvoir être hautement sécurisé, étant donné que digital veut dire numérique et que numérique on peut le copier. Donc je simplifie. Ouais, alors effectivement vous avez raison, vous me parlez plein de choses. Effectivement, vous dites que c'est une monnaie numérique. On parle de blockchain. Du coup, c'est quoi la blockchain en fait ? Alors la blockchain, effectivement, elle est vraiment ce qui sous-tend. Le Bitcoin est une blockchain, puisque voilà. C'est une architecture et c'est un élément important puisque ça a été ça l'aboutissement, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir cette sécurisation des transactions, donc être sûr que la transaction elle soit en fait inattaquable et infaillible, c'est-à-dire que voilà, on est sûr qu'on a bien envoyé une somme à quelqu'un d'autre, donc que ce soit bien unique et infalsifiable. Eh bien, la technique par la blockchain, on va avoir un bloc qui va être donc une transaction, on va avoir un message qui va être transmis et pour assurer cette sécurisation, on va insérer cette transaction dans une chaîne de blocs et pour qu'elle soit parfaitement sécurisée, on va utiliser donc du hash, donc on va faire une transformation en fait du message en code, tout simplement, dans des codes à la fois à l'aide de chiffres et de lettres. Et lorsqu'on va insérer ce code dans le bloc, en fait, le bloc lui-même va se transformer. C'est-à-dire qu'en fait, si on va ajouter un bloc
A à quelque chose qui existait déjà B, et ben c'est pas B plus A, mais il va prendre en fait une nouvelle valeur. Une nouvelle valeur. Et c'est ce qui le rend d'ailleurs infaillible, puisqu'en fait on peut pas attaquer, on peut pas tenter de falsifier, puisqu'en fait il faudrait refalsifier, faudrait en fait 51% en fait, je crois. Alors après c'est autre chose, ça c'est l'attaque des 51%, ouais, et donc là à nouveau c'est la décentralisation en fait. Ouais. Alors là on retrouve l'autre caractéristique en fait du Bitcoin qui est le fait qu'on a affaire à un système décentralisé, et en fait chaque ordinateur qui est donc un nœud va avoir les informations sur toutes les transactions existantes, ce qui fait que si jamais une transaction frauduleuse venait à se glisser, mais en fait ça se verrait puisqu'elle ne serait pas dans les historiques de possédés par chaque nœud. Voilà, donc ça c'est la validation, cette étape de validation, c'est ce qu'on appelle la preuve de travail, qui est donc un élément très... Oui, alors les adeptes du Bitcoin y tiennent beaucoup, parce qu'effectivement c'est un niveau, on arrive à un niveau de sécurisation qui est très élevé, puisque comme c'est décentralisé, la façon dont l'opération se fait lorsque les nœuds vont chercher en fait à résoudre un problème donc complexe pour trouver la solution, et bien c'est ça qui en fait va assurer le degré de sécurité, parce qu'il n'y en a qu'un qui va pouvoir le trouver, et c'est le fait qu'il y ait cette compétition entre les nœuds qui est aussi d'ailleurs l'origine de la consommation électrique en fait du Bitcoin. Ouais, d'accord. Mais la contrepartie de cette consommation élevée, c'est le niveau de sécurité. Et donc, quand il y a cette étape de fait, en fait, on valide pas tellement la transaction, mais on valide que les informations sont authentiques. Voilà, en fait, c'est ça qu'on... Ouais, d'accord, on valide l'authenticité des informations échangées, puisque c'est le fameux, c'est afin de pouvoir repousser cette fameuse attaque du 51%. D'accord, mais pourtant, dans l'actualité, quand on suit l'actualité des crypto-monnaies, on entend parler de fraude, ouais. Alors ça, c'est autre chose, c'est sur les wallets, en fait. C'est là où, en fait... Wallet, c'est un portefeuille. C'est là où on va avoir les bitcoins, et là, effectivement, ça peut être attaqué. Donc, si vous voulez, le processus, la transaction elle-même est extrêmement sécurisée. Je dirais même qu'elle est plus sécurisée qu'une transaction bancaire dans notre monde traditionnel, qui est beaucoup plus exposé à des fraudes. Alors que la transaction, effectivement, quand elle est effectuée, c'est-à-dire l'acte même de la transaction, lui est infaillible dans le monde Bitcoin, enfin dans le monde, effectivement, Bitcoin crypto. Et ce qui est attaquable, c'est lorsqu'on va stocker ensuite les Bitcoins, puisqu'on peut les stocker soit sur des plateformes où vous avez... genre Binance, etc. Et soit, si vous voulez, effectivement, si vous avez votre propre portefeuille, vous, stocké ailleurs, mais ce qui est important, c'est effectivement de ne pas le stocker en ligne, puisqu'en ligne, vous serez exposé. Donc c'est pour ça qu'on a on appelle des cold wallets, des portefeuilles froids, ce qui veut dire qu'en fait, vous le retirez, il n'est pas en ligne, en fait, donc il n'est pas exposé. Voilà, donc ça, mais ça, effectivement, les deux, donc il faut bien distinguer les deux. C'est pas, ça ne remet pas en cause le haut degré de sécurisation. De sécurité, parce que ça pourrait être un écueil. Il y a deux écueils aujourd'hui qu'on peut faire, même plusieurs, mais deux principaux. C'est effectivement son degré de sécurité. Il y a de nombreuses attaques, quand même, de nombreuses tentatives de braquage du coup sur les portefeuilles. Et aussi, vous avez parlé de sa consommation élevée d'énergie. Alors c'est sûr que c'est indépendant. Comment est-ce qu'on explique qu'on ait besoin de tant d'énergie que ça pour miner de la crypto? Parce qu'en fait, on fait tourner des serveurs pour trouver cette fameuse solution au problème. Plus il y a de serveurs qui tournent, plus il y a de demandes de transactions, bien évidemment, plus il va y avoir de mineurs qui vont être intéressés pour trouver cette solution, puisque c'est un peu compliqué, mais le système de rémunération, il dépend aussi, et la difficulté en fait du problème à résoudre, en fait, va dépendre en fait du nombre de mineurs présents. En fait, on a un système relativement bien pensé qui fait que lorsqu'il n'y a pas beaucoup de mineurs présents, on va diminuer la difficulté en fait du problème à résoudre, parce que ça nous assure qu'il y a un minimum de mineurs présents. En fait, c'est ça. Parce que s'il n'y a pas de mineurs, il n'y a pas de validation des transactions, donc c'est un peu compliqué. Donc pour s'en assurer, il faut qu'évidemment il y ait un gain. Il faut que ça soit, c'est un acte économique, donc il faut que la rentabilité de la recherche de cette solution au problème complexe soit positive. Et donc s'il n'y a pas beaucoup, si effectivement il n'y a pas beaucoup de demandes, cette rentabilité elle est moindre. Et donc pour inciter à ce qu'il y ait des mineurs, on va diminuer la difficulté du problème à résoudre, ce qui fait que là, du coup, on s'assure en fait d'un nombre minimum de personnes présentes sur le réseau. Et ça, c'est
c'est extrêmement important. D'accord, voilà. ok, donc en fait cette consommation d'énergie fluctue en fonction de la demande. Donc effectivement quand tu as une demande qui explose, là la consommation d'énergie explose aussi, elle est effectivement encore plus élevée. Merci Nathalie, on va marquer une première pause et on se retrouve bien tout de suite après avec David Furcage ou avec l'ensemble de nos invités de toute façon pour cette fois-ci essayer de comprendre l'actualité des crypto-monnaies et comprendre pourquoi est-ce on assiste à une chute bien vertigineuse du monde des crypto-monnaies actuellement. A tout de suite sur Téléfinance. Nous sommes de retour dans votre nouvelle émission dédiée au monde des crypto-monnaies, Flash Crypto, avec nos invités Nathalie Janson, David Furcage et David Derry. David Furcage avec vous, alors je rappelle juste avant de vous écouter que vous êtes président et cofondateur de iWave Capital. David, avec vous, on va plus parler actualité, valeur des cryptos, valeur du Bitcoin. On sait depuis 6 mois que l'inflation est record dans toutes les principales économies mondiales, que la réponse des banques centrales a été de réduire, de normaliser leur politique monétaire, c'est-à-dire de réduire la taille de leur bilan et d'élever les taux directeurs. En parallèle de ça, vlan patatras, le monde des cryptos, les crypto-monnaies se sont effondrées. Ont chuté en tout cas. Comment est-ce qu'on explique cette corrélation entre les crypto-monnaies et l'économie réelle qui est complètement centralisée en fait? Comment est-ce que la décentralisation d'une monnaie qui est présentée comme une monnaie présentée comme décentralisée finalement est si impactée par l'économie réelle et l'économie centralisée? Comme le disait l'intervenant tout à l'heure, en réalité la crypto repose sur de la technologie. Et à ce titre, la technologie est très sensible à l'évolution des taux d'intérêt. Et ça, c'est d'une part. Et d'autre part, les GAFAM et les valeurs technologiques sont également intègrent dans leur business model les crypto-monnaies de plus en plus. Donc en fait, ça explique un petit peu tout ceci, la corrélation entre l'un et l'autre. Par ailleurs, dans le Nasdaq, il y a également des titres comme Coinbase qui traitent de la crypto exclusivement. D'accord. Donc tous ces éléments font que Nasdaq et crypto sont assez corrélés. Oui, effectivement, on a vu le Nasdaq a plongé, les cryptos ont plongé. Pourtant, on présentait les crypto-monnaies, le Bitcoin notamment, comme une valeur refuge. Deux questions, David. Est-ce que c'est une monnaie déjà et c'est pas une valeur refuge à l'heure actuelle, on s'en rend bien compte du coup. Alors la monnaie assume 3 fonctions principales, donc celle de conservation de valeur. À ce titre, on ne peut pas vraiment dire que la crypto-monnaie, et notamment certaines crypto-monnaies, en tout cas le Bitcoin, permet aujourd'hui d'assumer cette fonction de conservation de valeur, puisqu'elle est descendue de 65 000 à 20 000 à présent. Quand on a un euro dans sa poche, on est assuré que, en général, historiquement, on ne va pas perdre 65% de la valeur de son portefeuille en détenant de l'euro.
Sur la partie valeur refuge, normalement une valeur refuge, c'est lorsqu'il y a du risque sur un marché, on va aller se positionner sur cette valeur refuge qui va permettre une nouvelle fois de conserver de la valeur. À certains moments, ça peut être du dollar, ça peut être de l'or, du franc suisse. Et là, on voit que lorsque les choses deviennent plus compliquées d'un point de vue macroéconomique et d'un point de vue financier, la crypto-monnaie, et notamment le Bitcoin, baisse fortement. Donc on ne peut pas considérer, dans ce temps qu'est le nôtre, en tous les cas, que la crypto sert de valeur refuge. En revanche, ce qui est intéressant, ça aurait pu se comprendre parce que, en réalité, comme on le sait, il y a actuellement un monopole d'émission monétaire des banques centrales. Et la crypto vient perturber ce monopole et c'est à nouveau une manière de contrer et de contrecarrer ce monopole et d'instaurer une certaine dose de concurrence monétaire. Donc ça veut dire que potentiellement il y aurait un lobby de la part des banques centrales pour que les cryptos ne s'imposent pas finalement. Alors au niveau banque centrale, on ne va pas parler. Oui, Nathalie, oui, vous pensez ça? Je pense que oui. On ne va pas parler de lobby, on ne va pas dire que les banques centrales font du lobbying, mais elles veulent conserver ce monopole de production monétaire en tout état de cause, et elles sont en train d'essayer de créer des monnaies dites digitales ou des crypto-monnaies d'État en réalité. Alors ça c'est pour les banques centrales occidentales, mais pour les pays, on va dire, plus les technodictatures comme la Chine, ce n'est pas possible de voir une monnaie décentralisée en réalité, puisque c'est une perte de pouvoir et un manque de capacité de coercition vis-à-vis du peuple. Donc ça ne va pas être possible pour certaines banques centrales de laisser des crypto-monnaies concurrencer ce monopole d'émission monétaire. D'accord, mais alors donc dans cet environnement plus qu'incertain, finalement, par la force des choses, parce qu'il ne faut pas oublier, Nathalie nous l'a expliqué, les crypto-monnaies, en réalité c'est 2009, le marché des crypto-monnaies a été lancé en 2009. Du coup c'est extrêmement récent, ça a à peine 15 ans, c'est un marché en naissance, on a très peu d'historique par la force des choses, on ne sait absolument pas, il y a une situation macroéconomique qui se présente, on ne sait pas la retracer à un événement passé pour en déduire des évolutions futures. La seule chose qu'on comprend aujourd'hui, c'est qu'effectivement l'inflation pèse fortement sur l'évolution, pèse à la baisse fortement sur l'évolution de la crypto. Tous les spécialistes, la majorité des spécialistes nous disent que on est dans un nouveau paradigme où l'inflation va atteindre les 3, 4, 5% pendant de très nombreux semestres. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les crypto-monnaies et le Bitcoin en particulier voient sa valeur fondre comme neige au soleil? Alors en rapport à votre première remarque, je pense qu'on a pas mal d'historique. C'est juste qu'on a un peu perdu la mémoire et la mémoire de l'histoire monétaire. Les premières banques centrales, ça date du XVIIe siècle en Europe. Non, mais il n'y avait pas de crypto-monnaie. Non, il n'y avait pas. Mais il y avait des systèmes en réalité où plusieurs monnaies coexistaient. Il y avait une sorte de concurrence monétaire. C'est juste que pendant quelques siècles, il y a eu une pause dans ce phénomène de concurrence monétaire avec des monopoles d'émission monétaire. Donc je pense que si on veut savoir ce qui se passe quand il y a plusieurs monnaies qui coexistent, il faut revenir avant le XVIIe siècle. Voilà, ça c'est le premier élément. Mais il y a toujours une monnaie dominante, de toute façon, quoi qu'il arrive. Du coup, par la force des choses, en fonction... C'était l'or, en fait. Ça a été l'or. C'était l'or qui était la monnaie, en fait, la vraie monnaie et la monnaie internationale. Donc c'est en cela que c'est différent aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on n'a que des monnaies souveraines. D'accord, ok, c'est ça. On a un éventail de monnaies souveraines, mais pas une monnaie... Voilà, parce qu'avant, c'était l'or qui était le référent. On a le dollar. Et après, on avait des billets émis contre or. Et donc, il n'y avait pas de sujet de souveraineté comme on a aujourd'hui. Ok, donc ça veut dire que potentiellement, le dollar, le Bitcoin n'est pas mort, du coup. Le Bitcoin, non, je pense qu'on est dans un phénomène de consolidation. Il y a eu un phénomène de bulle, c'est-à-dire que tout le monde s'intéresse en particulier au Bitcoin. Je vous rappelle la première bulle sur les marchés, on appelle ça la tulip mania. À un moment donné, tout le monde s'est mis à acheter des tulipes, ça valait pas grand-chose. Mais finalement, ça fait le buzz sur la base de rien. Les crypto-monnaies, c'est pas exactement ça quand même. C'est une évolution technologique très intéressante et majeure qui fera partie de nombreux cas d'usage et qui fait partie de nombreux cas d'usage dès à présent. Donc on n'est pas dans ce paradigme-là. Seulement, il y a nécessité de se reposer un petit peu et de savoir qu'est-ce que c'est finalement la crypto, quels vont être les prochains usages
de la crypto, comment elle va affecter nos vies concrètement. Et ce qui se passe maintenant, c'est simplement un mouvement de consolidation. Un mouvement de respiration, de consolidation, finalement, sont des niveaux et des niveaux de baisse qui ont été déjà vus précédemment. Alors, j'ai plus les années en tête, mais je crois qu'en 2012, on a assisté plus ou moins à des chutes tout aussi importantes quand le Bitcoin est passé de 8 à 20 000 euros, à 20 000 dollars, et ensuite retombé, effectivement, des mouvements. Oui, c'était même moins que ça. Ça a commencé quand il avait atteint 20 000, il était parti de, je sais pas, il était à 1000, je crois, à l'époque. Oui, donc voilà, donc c'est la fluctuation de cette crypto. Après, du Bitcoin les niveaux ont changé. C'est-à-dire qu'au début, on est parti de 10 $, on est monté jusqu'à 1000, c'était extraordinaire. Après, on est reparti de plutôt 1000 jusqu'à 20 000. Et puis là, effectivement, on était parti à 18 000 en novembre 2020 pour atteindre 60 000. On a mis beaucoup de temps à dépasser les 1000 $ sur le Bitcoin. Exactement. On était monté une première fois, on était redescendu très vite, en dessous des 100 $. Après, on variait aux alentours des 200, 300. Dans un environnement qui n'était pas aussi inflationniste que celui d'aujourd'hui et dans un environnement où les politiques monétaires ne se resserraient pas. Donc il y a quand même il y a un nouveau paradigme aujourd'hui sur les cryptos, mais ces variations, cette volatilité observée aujourd'hui, c'est pas la première fois qu'on l'observe en fait en réalité. Donc pas de panique en fait. Pas de panique. Dans les débuts des années 2000, il y a eu un dégonflement de la bulle Internet. 20 ans plus tard, plus personne ne se pose la question de savoir si Internet est une bonne ou une mauvaise chose. Ça fait partie de nos vies de tous les jours, dans nos portables, dans nos téléphones, dans tout ce qu'on fait. Il y a l'Internet aujourd'hui. Ça sera pareil, je pense, pour les cryptos. On assiste simplement à une consolidation et ça doit repartir sur des bases, des nouveaux fondements qui seront plus solides, probablement. Okay, très clair. Et je pense que c'est l'état humain de créer des bulles. On le voit en général quand il y a quelque chose qui est à la mode. Il y a tous les investisseurs qui veulent rentrer en même temps, au même moment, et donc ça crée des bulles. C'est pas la première fois qu'on le voit. Il y a eu Internet, comme je le disais, il y a eu aussi la machine à vapeur, le train, etc. Donc on voit qu'en général, quand il y a des nouveaux projets et que le monde pense que c'est une rupture technologique qui pourra jouer un rôle très important sur l'avenir de l'humanité et de la planète, on voit qu'il y a un engouement beaucoup plus important que la réalité économique derrière. Ok, très clair. Merci. Merci beaucoup. On va marquer une dernière pause et on se retrouve juste après pour évoquer le côté pratique de l'investissement sur les crypto-monnaies. À tout de suite sur Téléfinance. Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de cette nouvelle émission, le Flash Crypto, une émission qui souhaite, a pour vocation de vous expliquer, d'analyser, de décortiquer le monde de la crypto avec nos invités Nathalie Janson, professeure associée d'économie à Neoma Business School, David Furcage, président et cofondateur de iWave Capital, et David Derry. Bonjour David. Bonjour. On vous connaît, vous intervenez régulièrement sur notre plateau ou en duplex, vous êtes analyste marché chez eToro, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est votre profil investisseur particulier en crypto-monnaie, puisque David,
tout le monde le sait, notamment moi, vous êtes un passionné des crypto-monnaies. David, une première question, quand on interroge les néophytes sur crypto et qui souhaitent rentrer, investir dedans, ils nous disent tous qu'il y a une difficulté extraordinaire à créer un portefeuille de crypto. Avant de voir ça avec vous, comment simplement on peut investir Alors c'est très simple, surtout que plus le marché évolue, plus c'est facile et plus il y a de plateformes qui proposent l'investissement. Donc on peut en citer quelques-unes, il y a notamment Binance, FTX, Coinbase qui sont les grosses, il y a aussi eToro dans laquelle je travaille qui propose aussi l'investissement en crypto-monnaie. Donc aujourd'hui il y a toute une panoplie de plateformes sur lesquelles on peut investir et c'est très simple, donc vous avez différents moyens, soit vous faites un virement bancaire, soit vous déposez avec votre carte. Et après, vous pouvez acheter les cryptos que vous voulez. Mais Nathalie nous disait qu'il fallait avoir un portefeuille, un wallet. Un wallet, donc pareil, en écoutant Nathalie, tout est extrêmement sécurisé, des lettres, des chiffres, etc., des codes. Est-ce que, je vous assure que nous, on nous remonte les expériences d'investisseurs néophytes qui n'arrivent pas à se créer leur portefeuille à cause de mots de passe trop compliqués, impossibles à garder, etc. Est-ce que ça a été votre cas ou est-ce que c'est une légende urbaine? En réalité, c'est si simple. Au fur et à mesure, on apprend. Si on fait des erreurs et que par exemple on a mal enregistré sa clé privée, je vous inquiétez pas, on l'a fait une fois, on la fera pas deux fois. Après, en général, on retient et on sait qu'il faut bien l'enregistrer et bien faire un backup de son portefeuille. Il y a aujourd'hui des façons de régénérer, je crois, de toute façon, sur certaines plateformes. Ils proposent la régénération. Ouais, parce qu'on a tous en tête cette expérience d'un Américain qui avait un portefeuille de 5000, je sais pas combien de bitcoins, 5000 disons, mais dont il ne se souvenait plus du code. Quand le bitcoin est à 60 000 $ et qu'il l'a acheté 1 €, il y a $1, il y a de quoi avoir peur, quoi. Après, pour les personnes qui seraient inquiètes de perdre leur clé privée, il y a d'autres solutions. Par exemple, laisser son argent sur un échange, ça peut être aussi l'une des solutions pour éviter de prendre le risque de portefeuille. Ça permet aussi aux investisseurs qui le souhaitent de laisser son argent sur un exchange. Alors, on entend souvent dans la crypto not you key, not you con, mais ça permet aussi, par exemple, pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir se retourner vers quelqu'un s'il y a vraiment un problème. Si vous avez laissé vos fonds sur une plateforme et que les fonds ont disparu, et cette fois-ci, vous pouvez vous retourner vers la plateforme et se plaindre. Alors moi, je suis plus de l'usage du portefeuille privé, parce qu'en fait, en utilisant le portefeuille privé directement, on peut avoir accès à d'autres avantages qu'on n'a pas forcément en passant par l'échange directement. Portefeuille privé, c'est-à-dire c'est votre portefeuille à vous, c'est ça, vous passez pas par une plateforme du coup? Exactement, donc ça va être une marque, donc il y a différents types de plateformes. Donc comme le disait Nathalie au début, il y a des hot wallets, donc des portefeuilles à chaud. Donc là, le plus connu, c'est MetaMask, qui est vraiment le portefeuille sur Ethereum et sur d'autres blockchains. Et toutes les blockchains en fait ont un portefeuille. Par exemple, sur Solana, ce sera Phantom, sur Atom, ce sera Kepler. Ou sinon, il y a des portefeuilles qui vous permettent d'être sur toutes les blockchains d'un coup, comme par exemple Trust Wallet ou Atomic Wallet, qui sont des gros portefeuilles. Et ensuite, on a des cold wallets, où cette fois-ci, ce ne sera pas connecté sur votre ordinateur directement, ce sera sur une clé, et il faudra connecter cette clé pour pouvoir effectuer cette transaction. Et ça, le plus connu, c'est Ledger, qui est d'ailleurs une entreprise française. Ok, Ledger, entreprise française. David, en tant qu'investisseur particulier, comment est-ce que vous avez géré ces dernières semaines, depuis le 1er janvier, là, de plus haut de novembre? Comment ça se passe pour vous? Vous avez un pacemaker, Alors écoutez, moi j'ai la chance déjà d'être entré assez tôt sur le marché, puis j'ai des stratégies qui me permettent de ressortir au quotidien. Alors moi, une de mes stratégies, c'est de faire beaucoup de staking, pour ceux qui me connaissent. On différencie deux stratégies, le staking et le DCA, c'est ça? Les deux peuvent se mélanger aussi. En fait, le DCA, c'est de l'investissement programmé. Donc on va se dire, tous les mois, je vais mettre une partie de mon salaire et je vais épargner une partie de mon salaire. Par exemple, je gagne 2000 et que j'ai besoin de 1500 pour vivre, les 500 qui me resteront, je vais les épargner tous les mois, quel que soit le niveau du Bitcoin, à 60 000 $, ou quel que soit la crypto-monnaie, à quelques niveaux. Et l'avantage de faire ça, c'est que quand vous achetez à 60 000 $, quelques mois plus tard, vous pouvez racheter à 20 000 $. Mais si vous avez acheté à 20 000 $ et que c'est monté à 60 000 $, vous avez quand même une position sur le Bitcoin. Et après, donc ça c'est une manière d'investir, ou sinon vous pouvez aussi essayer de trouver un point bas et investir au moment du point bas. Mais ce qui est très dur en finance, et pas que dans les crypto-monnaies, aussi en bourse, c'est de réussir à acheter bas et vendre haut. Et si c'était si simple, tout le monde le ferait. Donc le DCA, pour quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête et faire des investissements programmés pour se constituer une épargne sur le moyen long terme, c'est la meilleure solution, et aujourd'hui la solution qu'on recommande. Je rappelle l'existence du plan d'épargne Bitcoin de TE Finance, c'est du DCA. Du coup, le staking, c'est un peu différent.
En fait, donc on parlait du proof of work tout à l'heure. Aujourd'hui, les protocoles se sont développés. Et donc, comme vous le disiez, on a eu des grosses critiques sur le proof of work, comme quoi c'était trop énergivore. Du coup, il y a des protocoles qui sont passés en proof of stake. Donc, le proof of stake, c'est de la preuve d'enjeu, qu'on appelle ça en français. Et ça va permettre, si vous détenez des jetons, si vous immobilisez ces jetons, ça va vous permettre de sécuriser le réseau et de toucher un intérêt et un rendement, afin de permettre de sécuriser le réseau. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le staking. Et aujourd'hui, plusieurs jetons sont dans ça. Et moi, c'est vraiment ce que je fais. Donc moi, j'utilise mes cryptos. Donc je fais un peu de staking avec mes cryptos. Je fais aussi ce qu'on appelle provider de la liquidité, donc enfin fournir de la liquidité sur les différentes plateformes DeFi, donc de finances décentralisées, par exemple comme Uniswap, comme Osmosis. Et là, vous nous parlez de crypto-monnaie et de token. Vous êtes parce qu'on différencie les cryptos, la monnaie, la crypto-monnaie du crypto-projet d'une certaine façon, token. Vous êtes sur du token, vous avez. Pour moi, c'est un peu la même chose. Je fais pas trop la différence entre crypto-monnaie et token. En fait, un token, ça va être un jeton qui va être codé sur une blockchain, et ce qu'on dit crypto-monnaie, c'est la blockchain. C'est le droit d'usage du réseau, hein, de toute façon. Donc c'est le token ou la monnaie, enfin le Bitcoin, c'est un token et c'est utilisé comme S parce que la façon dont il a été conceptualisé, par exemple, on ne peut pas lui ajouter des smart contracts. Donc lui, il est vraiment sa fonction unique pour le moment, c'est le transfert de valeur. Le transfert de, d'accord. C'est plus une monnaie qu'autre chose. Pour Bitcoin, mais par exemple pour Ethereum, il y en a qui parlent de Ethereum en monnaie, et après tous les projets qui sont sur Ethereum, on va appeler ça des jetons. Exactement. Mais en soi, aujourd'hui, c'est une monnaie. Alors, moi, je vois ça comme une monnaie. Donc ça veut dire que il existe pléthore de projets en fait aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait le tri? Quels sont les bons? Quels sont les mauvais? Comment on peut savoir ça? Alors déjà, il y a différents critères. Parce qu'une entreprise, c'est facile. Une action, il suffit de faire du fondamental, regarder les cash flows futurs, et hop là, on a une idée. Du coup, là. Comment on fait? Nous, en tant que professionnels chez eToro, on se base sur différentes choses. Donc on se base sur la market cap, on se base sur la liquidité, on se base sur le nombre d'utilisateurs et le nombre de projets qui sont créés. En fait, on essaye vraiment de se baser sur des choses concrètes. Alors nous, en tant que courtier, Mais vous, là, vous êtes là, vous, en tant que particulier, je regarde Internet, j'essaye de regarder ce que font les youtubeurs, les projets. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils comme Twitter, Discord, sur lesquels on peut rentrer, échanger avec les communautés. On essaye de comprendre, et après, moi, je pense que le mieux, c'est de faire, en fait, c'est-à-dire que quand on s'intéresse à un projet ou à une blockchain, on installe le wallet, comme on en parlait à l'instant, de la blockchain en question. On met un peu de sous dessus, et puis on commence à interagir avec les différents projets, les différentes applications qui sont sur la blockchain en question. Et moi, c'est comme ça que je fais. Et puis après, si j'adore la blockchain ou qu'il y a un projet qui m'a vraiment plu ou qui m'a vraiment surpris, j'essaye d'accumuler de ce projet-là ou de ce jeton-là. Ok, très clair. Merci David. Merci pour vos précieux conseils. C'est la fin de cette première émission dédiée aux cryptos sur TV Finance. En parallèle, je vous rappelle le lancement du plan d'épargne, du livret d'épargne Bitcoin. Je vous remercie tous les trois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Nathalie Janson, professeure associée d'économie à Neoma Business School. David Furcage, président et cofondateur de IWF Capital. Et David Derry, investisseur particulier en crypto-monnaie. Je vous souhaite une excellente journée sur TV Finance et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un second flash de Flash Crypto. Bonne journée sur TV Finance.